Jean-Sébastien Bach pour relier la musique et l'art culinaire. C'est à la fois quelqu'un de très terrien et à la fois éthéré, et un travailleur acharné, quasi besogneux, mais malgré tout un immense génie qui a traversé les siècles. C'est vraiment l'art le plus pur et le plus dépouillé, les deux pieds profondément ancrés dans la terre. La maîtrise, évidemment, demande une rigueur assez inflexible, mais qui doit être en aucun cas perceptible à ceux qui nous écoutent ou qui nous goûtent. Et ça demande beaucoup de travail, d'humilité, d'abnégation. Comme le dit très bien Gérard Cagnat, la douleur et la violence n'a jamais été un outil de formation. Jean-Paul Branlard, vous êtes donc maître de conférence, vous êtes juriste et vous êtes aussi chroniqueur gastronome. Votre dernier ouvrage, donc, qui s'appelle La table et le droit, et qui m'a beaucoup intriguée donc, à la couverture, où je me disais mais qu'est-ce qu'on peut bien dire en droit sur la cuisine. Et quand j'ai lu l'ouvrage, alors je m'étendrai un peu plus en détail sur l'écriture, hein, la façon dont c'est écrit. C'est assez surprenant d'ailleurs en droit de lire autant de poésie à partir de décisions de justice. Il y a énormément de choses donc, qui sont réglementées dans l'alimentaire en général, et dont vous parlez avec beaucoup même de philosophie. Tout se joue à la marge de la Révolution de 89. Et on doit à trois juristes l'ampleur de la gastronomie française et son image qui en a ensuite sorti à travers le monde. C'est d'abord un juge qui était un juge de tribunal d'instance qui s'appelait Joseph Berchoux. Et c'est à travers un de ses poèmes, qu'on appelle le poème de l'homme au champ, qu'il va donner au mot gastronomie le sens qu'on lui donne aujourd'hui, qui est donc, on va dire pour simplifier, de la haute cuisine élaborée. Puis le deuxième intervenant va être Grimaud de la Reynière, qui est un avocat, mais tellement riche qu'il n'a pratiquement jamais plaidé. Et lui, il est le père à la fois des guides gastronomiques et à la fois de la critique gastronomique. Puis le troisième grand juriste qui va procéder donc à tout ce mouvement, c'est bien sûr Brillat-Savarin. C'est lui qui, dans sa Physiologie du goût, qui est l'ouvrage fondamental et jamais démodé, qui a expliqué en long en large ce qu'était vraiment que la gastronomie. Dans les années 1780, il n'y a pas encore de restaurant. Par contre, à Paris, il y a multitude de traiteurs. Ça s'explique parce que le poêle avec four intérieur n'est pas encore inventé. Et la plupart des gens ne sont pas en mesure donc de faire des plats élaborés. Et quand je dis les gens, c'est la bourgeoisie, c'est pas le petit peuple qui mange rien ou des oignons. La corporation des traiteurs est extrêmement puissante. Un certain boulanger, dont le surnom était Champ d'Oiseau, ouvre rue des Poulies à Paris un établissement dans lequel il sert des bouillons. Les gens, eh bien, ils vont venir là pour donc prendre un bouillon restaurant, au sens de ça restaure. Et d'ailleurs, c'est dans l'enseigne de boulanger de son restaurant, où il y a toute une phrase qui dit « Venez à moi », un peu comme dans les Écritures saintes, et je vous restaurerai. La corporation des traiteurs fait aussi sec un procès à Boulanger Champ d'Oiseau pour, bien sûr, atteinte au monopole des traiteurs, car ils comprennent tout de suite le danger. Et il finira, à la veille de la Révolution, par gagner le procès. Le Parlement de Paris, qui est l'équivalent de la Cour d'appel de Paris aujourd'hui, permet que l'on puisse servir à manger à des prix fixes qui sont fixés par désormais ce qu'on appelle le premier restaurateur de l'histoire, à des tables individuelles, et où ici on sert toute personne qui veut venir, et non pas uniquement des gens de la haute bourgeoisie haute qui avaient réservé. Et 91, vous le savez peut-être, c'est la loi Le Chapelier qui abolit les corporations, et le décret d'Allard, dont l'article 1er dit qu'il sera libre à chacun de faire l'art ou le commerce de son choix. Vous êtes donc chef, vous avez travaillé dans des grands établissements étoilés avant de créer votre propre établissement, d'obtenir votre première étoile et puis votre deuxième étoile. Donc vous avez travaillé avec Thierry Marx sur ce projet social de réinsérer en fait des personnes sans emploi à travers la cuisine. Vous êtes aussi chroniqueur, vous avez écrit un ouvrage sur fond de croisade, l'instigateur et l'auteur d'un grand manifeste sur la lutte contre les violences en cuisine, un grand défenseur aussi de la transmission.
Je démarre le métier de cuisinier, d'apprenti cuisinier en 1960, le 4 juillet 1960, j'avais 14 ans. J'enchaîne très vite et au bout de 6 mois, je me retrouve chez Maxime 3 étoiles Michelin. Et là, je fais 3 ans d'apprentissage, qui est probablement un des plus grands apprentissages qu'on peut faire, c'est-à-dire 9000 heures d'entraînement, c'est-à-dire 6 jours sur 7, 10 heures par jour. Donc j'ai d'emblée considéré que le métier de cuisinier avait besoin de récupération active. Il faut le sport pour le corps, et la lecture, la philosophie, l'histoire, enfin, apprendre. Et je m'étais fait un jeu d'avoir le meilleur geste pour éplucher. Vous voyez, je me suis fait des challenges. Puisque c'est chiant, excusez-moi, je le faisais le plus beau possible. Et là, j'ai appris, et maintenant, je forme sur les gestes de base, même si je suis un grand chef, je forme sur le solfège. Position du corps, position des mains, lâchement des épaules, pas de coupure. Depuis 89, les grands seigneurs, les grands prélats sont en fuite ou guillotinés. Leurs grands chefs de cuisine, qui ont le savoir-faire, se retrouvent sur le pavé forcément, plus de maître. Alors, ils vont suivre dans le sillon de champs d'oiseaux et ouvrir les grands restaurants qui vont essaimer tout autour du Palais Royal, car c'était là l'endroit à la mode. Il faut savoir qu'à partir de 1904-1905, il y a un monsieur qui arrive qui s'appelle Auguste Escoffier, qui va créer les bases, qui va être l'archétype de la cuisine classique. Il a structuré ce qui va faire la brigade. Les brigades, donc, il y a ce qu'on appelle des chefs de parti. Et quand je dis qu'à 17 ans, j'étais chef de parti, c'est-à-dire que j'étais chef d'une partie où j'avais 2 commis avec moi. On ne donne pas un couteau d'office, un économe à un jeune, sans lui montrer dans la main comment on fait. Et dans la pédagogie du geste, on commence toujours par ce fameux geste. Vous voyez, je fais ça naturellement, parce que ça assouplit les mains, et progressivement, après on passe au taillage, mais on commence par ce geste-là. Moi j'ai vu des jeunes arriver chez moi à 25 ans, mal au dos, en 15 jours, je les ai repositionnés devant la table, je l'appelle la table, il me dit, chef, je suis mal au dos, oui, on ne s'est jamais occupé de toi. Je ne disais pas, on ne s'est pas occupé de toi, mais je lui dis comment, parce que tu te tiens mal. Mon rôle à moi, dès l'âge que j'ai mis en place pour moi et que maintenant j'offre aux autres, en pédagogie, le corps, l'esprit en tension, le corps en action. Les bourgeois n'avaient pas ces grands cuisiniers, ils n'avaient que des domestiques, le plus souvent des femmes, qui étaient plus ou moins autodidactes. Jusque dans les années 80, c'était souvent les domestiques en fait qui faisaient la cuisine et aussi les femmes qui avaient des causes de divorce avant, qui étaient la paresse ménagère, je crois, hein, c'est ce que vous avez évoqué. Jusque dans les années 1980. Voilà. Ouais. En tant que femme, j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, dans cet ouvrage de 1877, je vous lis un extrait, parce qu'on y reviendra, hein, sur les discriminations, les violences, les souffrances en cuisine et sur cette évolution. C'est quand même un homme qui a écrit un ouvrage sur la cuisine et qui le dédie aux femmes, puisqu'il dit « Tout ce qui a rapport à la table est une des choses importantes du ménage. Chacun a ses jours de festin. D'ailleurs, il faut manger tous les jours. Une maîtresse de maison doit se préoccuper, sinon pour elle, du moins pour les autres, des diverses préparations culinaires qui composent les repas. Parfois même, elle est obligée, permettez-moi cette expression vulgaire, de mettre la main à la pâte. Les cuisinières honnêtes, intelligentes, économes, laborieuses, expérimentées sont fort rares. Souvent, en dépit de tous les diplômes et certificats dont elles se munissent, elles se montrent d'une ignorance désespérante. Il faut les diriger où l'on risque de mourir de faim et de présenter à ses convives des mets détestables. La maîtresse de maison a donc besoin elle-même d'un bon guide manuel. » Le problème chez nous dans les métiers de bouche, c'est qu'on disait un coup de pied dans le cul n'a jamais fait de mal à personne. Le mot le plus fort dans mon manifeste, la peau est une frontière, on ne touche pas à la peau. J'en parle avec beaucoup de recul, chaque mot est pesé, c'est pas un brûlot que je fais, c'est un code d'éthique. On peut être exigeant, mais par étapes. C'est très compliqué d'être un grand chef aujourd'hui. Avant c'était facile. On faisait un très bon produit, un très grand plat, un très bon produit, 2 belles garnitures, un petit jus court mais long en bouche. Maintenant, on fait des tableaux. Qu'est-ce qui se passe lorsque un produit alimentaire a d'abord porté le nom du lieu de sa création et qu'ensuite il s'évade de son berceau? Est-ce qu'il peut continuer à porter encore le nom ou est-ce qu'il doit abandonner au moins la partie du nom qui évoquerait autrement une tromperie? Un industriel belge, Union européenne cette fois-ci, fait de la sauce béarnaise sous sac plastique, hein, comme on en jette au supermarché, sauf qu'au lieu qu'elle soit montée à la graisse animale, beurre, elle est montée à la graisse végétale, on peut dire par simplifier, margarine d'aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est plus la recette.
peut-on encore l'appeler sauce bernaise lorsqu'un ingrédient essentiel est remplacé par un autre de moindre qualité? La margarine, malgré Mechbouriev qui l'a inventée sous Napoléon III, n'a pas les qualités du beurre. D'ailleurs, lui-même, en mourant, ses derniers mots ont été « rien ne peut remplacer le beurre ». Bon, donc lui-même, il l'a dit. Alors, je reviens à mon histoire. Donc, procès qui va devant la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut appeler bernaise une sauce qui a été montée à la graisse végétale et non pas, comme la recette traditionnelle inventée en France, à la graisse animale? La Cour de justice de l'Union européenne répond ceci. Dans la mesure où, dans la liste des ingrédients, qu'on peut lire lorsque, vous le savez, on est équipé d'une loupe et qu'on fait son marché, dans la mesure où, dans les ingrédients, il y a bien indiqué graisse végétale, le consommateur, donc, n'est pas trompé. Donc, sur mon bocal ou sur ma poche, au supermarché, je vois sauce bernaise, je sors ma loupe, graisse végétale. Je sais donc que c'est pas du beurre. La Cour dit c'est suffisant, parce que le droit communautaire peut imposer des règles, mais pas plus que nécessaire. C'est une des règles du droit communautaire. Et du moment qu'on a mis dans les ingrédients graisse végétale, ça informe suffisamment le consommateur. Ce qui veut dire que ce fabricant belge a pu continuer à vendre sous l'appellation sauce bernaise, n'est-ce pas, avec la graisse végétale. Alors évidemment, on s'éloigne de la recette traditionnelle, comme vous le voyez. Alors vous allez me dire, les gens ont qu'à lire la liste d'ingrédients. Oui, c'est vrai. Mais il y a des cas où on n'a pas à la lire. Au restaurant, le restaurateur n'a pas à vous mettre la liste d'ingrédients dans une sauce bernaise qu'il vous sert. Donc vous ne pouvez pas si. Alors vous pouvez que lui demander. Ta bernaise, tavernier, elle est quoi? Beurre ou graisse végétale? Il se peut que vous soyez mis hors du restaurant avant d'avoir goûté la sauce, car c'est des caractériels, les chefs et les restaurateurs. Donc c'est très risqué le truc. Mais il y a pire, on ne se lancera pas là-dedans. Sur le plan juridique aujourd'hui, un restaurateur pourrait vous servir un coq au vin, et sans coq, et sans vin. Et vous n'avez rien à dire. C'est l'évolution de la jurisprudence dans ce domaine. Donc ici, voyez-vous, on arrive à des résultats comme ceci. Or, encore une fois, pour un gastronome, et si on prend un vrai chef comme ici, il vous dira la bernaise est forcément montée à la graisse animale. Le beurre joue un rôle essentiel. C'est comme si, dans la mayonnaise, vous ne mettiez pas de jaune d'œuf. Ce fameux accident dont vous avez entendu parler, vous aviez été témoin, qui a finalement donné vie à ce manifeste. Un chef de parti qui avait les dents qui rayaient qui devait se cocaïner, parce qu'il y a aussi la cocaïne pour tenir, et il a pris, parce qu'il faut le faire quand même, hein, il a pris une fourchette ou une cuillère, il a fait chauffer la cuillère et il a brûlé le jeune. Et ça a pas moi j'ai dit bon, ces fameux coups de pied dans les chevilles, ces fameuses bourrades, ces fameux, mais ça déstabilise, je veux dire ça. Et t'arrives comme ça, il y a des jeunes, surtout les filles, elles me disent, c'est pas tout le monde, attention, hein, c'est pas tout le monde, hein, ça représente 2%, mais c'est une gangrène. Hein, j'ai lancé un appel, après chacun fera ce qu'il voudra, mais ça y est, c'est parti, puisque je suis appelé de plus en plus, donc je pense qu'il y a des profs qui me demandent de mettre le manifeste en cuisine. Tout le monde est conscient, touche pas la peau, rien qu'un mot je dirais, la peau est une frontière, on ne touche pas la peau. Par contre, il faut s'entraîner, avoir mal, douter, avancer. Mais c'est pas une souffrance, ça c'est le choix de vie qu'on a fait pour aller vers l'excellence. Ça peut être une souffrance si on vous matraque, mais si on vous permet de grandir, c'est du coaching. Il y a du droit alimentaire mondial qui résulte des règles de l'OMC et d'un code qu'on appelle également le Codex Alimentarius, sorte de livre de cuisine immense. L'OMC, c'est 153 pays du monde qui fixent des règles. Mais ça concerne ici la libre circulation des produits, y compris alimentaires. Mais ça a indirectement des implications directes de ce qui est dans votre assiette. Si par exemple, voyez-vous, en France encore aujourd'hui, vous ne mangez pas du bœuf canadien ou américain aux hormones, c'est parce que l'Union européenne a dressé une barrière dans le cadre du droit de l'OMC, qu'elle a été condamnée, et donc il a fallu que des producteurs français payent l'addition, mais ça a été la condition pour qu'on n'ait toujours pas dans notre assiette du bœuf américain et canadien aux hormones.